La Coupe du Monde 2026 change de dimension. On a vécu des dernières heures folles avec notamment l'élimination du Brésil et ce Mexique-Angleterre passionnant sur lequel on va revenir. Mais je vous présente déjà l'équipe titulaire du jour. Antoine, Zahir, c'est un duo qu'on connaît parfaitement. Bonjour messieurs. Salut Flo, comment ça va? Très bien après ce Mexique-Angleterre de haute volée. Un grand match de Coupe du Monde. Absolument. Il n'y a eu que des matchs de folie pour l'instant, donc dans des contextes différents, parce que le France-Paraguay était atypique, mais sinon... que des matchs spécifiques. Ouais. On va un vrai match de Coupe du Monde, comme l'a dit Antoine, c'est Mexique-Angleterre. Qui marquera cette Coupe du Monde, le Mexique-Angleterre. Le Brésil-Norvège aussi. Ouais, il était sympa, il est très sympa. On va revenir, on va débriefer tout ça dans un instant. Mais on va déjà commencer par la tradition de cette émission, une phrase mythique liée à l'histoire de la Coupe du Monde, le qui a dit. Et vous allez me dire, messieurs, si vous avez une petite idée, comme d'habitude, et puis la réponse en fin d'émission. Vous nous dites également dans les commentaires si vous avez une petite idée de l'auteur. Qui a dit, je cite, « Jésus-Christ est capable de tendre l'autre joue, mais Figo n'est pas Jésus-Christ. » Jésus-Christ, pardon. Comme ça, alors pas personne qui me vient en tête. Je pense que dans l'émission, ça pourrait peut-être me revenir, ou j'aurais peut-être des idées dans l'émission. Plus un aussi, même si je pense que ça a eu lieu à l'Euro 2000. Ouais, mais... c'est pas l'Euro 2000, c'est Coupe du Monde. Coupe du Monde, pardon, pas. C'est vrai. Mais ça doit être dans les années 2002, quelque chose comme ça, ouais, pas loin. Une petite idée du match de 2006, je crois. Allez, on verra ça en fin d'émission. En attendant, on rentre dans le vif du sujet et on débriefe tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Et on commence par ce passionnant Mexique-Angleterre qui était prévu cette nuit. Alors le coup d'envoi a été décalé d'une heure, ça a débuté à 3h du matin. Mexique-Angleterre, la victoire des Anglais qui se sont sortis du bourbier vraiment parce qu'il y avait une folle ambiance au stade Aztec, un stade où il est difficile de gagner en compétition. L'Angleterre donc qui se qualifie grâce à un doublé de Jude Bellingham notamment qui a éteint le stade Aztec en moins de 2 minutes avant la mi-temps. Puis tout a été relancé avec ce but de Quiñones juste avant la pause également. Le pénalty d'Harry Kane à l'heure de jeu pour redonner l'avantage et redonner de l'air à des Anglais réduits à 10 quelques minutes plus tôt. On y reviendra également dans quelques instants. Et puis Jiménez sur pénalty également qui a relancé le suspense. On l'a dit, je l'ai dit messieurs, mais l'Angleterre s'est sortie d'un sacré bourbier cette nuit face au Mexique. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui donnaient cher de la peau de l'Angleterre. J'avais l'impression quand même que globalement les gens voyaient le Mexique passer. C'est vrai qu'il y avait une ambiance de folie, c'est vrai que le stade était plein, c'est vrai que les supporters ont fini en pleurs. C'est une réalité aussi que c'était le dernier match au Mexique, donc ils avaient envie de finir sur une bonne note et puis je crois que l'équipe qui gagne voyageait à Miami derrière, donc c'était une très belle fête pour le football mexicain et pour le foot mondial. Malheureusement pour les Mexicains qu'on aime parce que c'est des supporters vaillants. Ils ont organisé une Coupe du Monde de dingue de leur côté, c'était exceptionnel. Et puis il y a de la joie, il y a vraiment la connaissance du football, ce qu'on a pu reprocher parfois à d'autres pays. La passion. La passion, exactement. Les Mexicains, ils aiment ça, ils aiment les matchs, ils aiment le foot. Donc il y a ce côté-là. Mais après, bon, franchement, l'Angleterre est un beau vainqueur aussi parce que répondre dans un bourbier comme ça, dans un terrain hostile à 10 contre 11 pour les 35 dernières minutes, voire 45 parce qu'il y a eu 11 minutes d'arrêt de jeu. Donc c'est costaud ce qu'ils ont fait. On avait hâte, Antoine, de voir ce que cette Angleterre avait vraiment dans le ventre après un 16e de finale vraiment très compliqué contre la RDC. Franchement, l'Angleterre, ils sont pas passés loin de la casse face à la RDC au tour précédent. Là, ils m'ont impressionné. C'est un match de patron. Tout le monde a fait son match. Les cadres, les stars de l'Angleterre ont fait la différence. Harry Kane, Jude Bellingham, c'est sur ces deux joueurs que l'équipe d'Angleterre se repose depuis des années et continue de se reposer parce que c'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe-là. Hier, Bellingham s'est doublé, but d'Harry Kane. L'équipe, elle a pas tremblé, ça a été vraiment dur. Moi, cette équipe, elle m'a fait penser à l'équipe de France 2018. Elle sait faire le dos rond, elle sait défendre, elle sait mettre des coups, elle sait encaisser les coups aussi. Et surtout, dès qu'on lui laisse un moindre espace, ça fait 2 buts. Les 2 buts de Bellingham, l'Angleterre n'était pas sortie de sa surface pendant un quart d'heure avant. Les Mexicains multipliaient les occasions, ils dominaient vraiment, ils étaient bien les Mexicains. Il y avait une grosse ambiance, ça poussait. Et finalement, il vient mettre ses 2 buts en l'espace de 2 minutes. Et on sent que ça a quand même coupé les jambes aux Mexicains. Certes, ils reviennent avec le but de Quiñones, mais d'un coup, la physionomie du match a changé. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, l'Angleterre, c'est eux les patrons de ce match-là, c'est pas le Mexique, c'est l'Angleterre qui dicte l'histoire de ce match-là. Ce qui nous ont répondu véritablement aux attentes, Zahir. Après, donc, on l'a dit, ce 16e de finale très compliqué contre la République démocratique du Congo. On savait qu'il y avait également les conditions, donc on a parlé de l'ambiance, l'altitude également qui a été à prendre en compte. Est-ce que ces Anglais-là ont marqué du saut cette compétition? Ouais, je trouve que oui. Pour ma part, même si je ne les ai pas trouvés exceptionnels sur le premier tour et sur le match du Congo,
Très limite contre le Congo. Ouais, mais j'ai senti quand même une certaine force collective. Et puis, en termes d'intensité, on l'a dit lors de plusieurs émissions, pour moi, les Anglais, c'est ceux qui ont le plus répondu aux défis physiques, que ce soit leur entame de Coupe du Monde, que ce soit contre le Panama. En tout cas, même s'ils mettaient parfois du temps à trouver les solutions, ils savent envoyer le pâté quand il faut, aller au combat, répondre aux équipes adverses. Donc déjà à ce niveau-là, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de courses dans cette équipe. On sait que Thomas Tuchel, il s'est privé de certains joueurs très techniques, mais pas forcément peut-être dans l'esprit de ce qu'il voulait mettre en place. Voilà, et là il a des combattants. Quand tu as Bellingham qui arrache tout, qui veut limite enlever la jambe de l'adversaire parce qu'il veut prendre le ballon, enfin, dans le bon esprit, hein, mais voilà, un Declan Rice ou un Anderson qui sont incroyablement dévoués sur le terrain. Elle est très équilibrée en fait, cette Elle est équipe anglaise. équilibrée, elle est collective, elle est en place, elle sait faire le dos rond comme l'a dit Antoine, et puis elle sait quand même marquer des buts. Depuis le début de la compète, elle a planté un paquet de buts. Donc, mettre 3 buts au Mexique, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Comme ça, c'est pas évident. Donc à 10 contre 11, retourner comme ça la situation, c'est fort. Ouais, l'Angleterre donc au rendez-vous. On aime bien à chaque fois regarder sur les parcours quand une équipe va au bout, dire il y a eu un match référence, un match un peu tournant. Est-ce que ce match-là peut ressembler à ça pour l'Angleterre? Déjà, le match contre la RDC, ça pouvait presque être un match tournant. Quand on est mené comme ça jusqu'à la 75e minute, qu'il y a ce poteau du Anouissa quelques minutes, ça peut faire 2-0 à tout moment face à la RDC. Et finalement, ils s'en sortent en allant gagner en patron, en véritable patron. Déjà, on sent que quelque chose se passe dans cette équipe-là. Et mentalement, je pense que les Anglais, ça a été un petit déclic. La phase de poule a été ce qu'elle a été. Ils ont fait le boulot, ils se sont qualifiés, etc. Mais voilà, arriver à s'en sortir dans un match compliqué des 16e de finale. Il y a beaucoup d'équipes qui ont eu du mal dans les 6e de finale. L'Angleterre en fait partie. Et là, d'un coup, face au Mexique, ils étaient sûrs de leur force. Certes, ça a été difficile pendant une demi-heure, mais on n'a pas senti les Anglais paniquer. Et c'est ça qui est important dans des grandes compétitions. C'est en plus qu'on fait face à l'équipe qui joue à domicile, dans un stade, avec une ambiance de dingue. Rester très serein, rester très calme pendant une demi-heure de jeu et éviter justement de se faire un peu prendre par l'ambiance générale pour venir ouvrir le score après. C'est la marque des grandes équipes. L'Angleterre a vécu beaucoup de désillusions ces dernières années, mais elle a beaucoup appris avec des échecs en finale, etc. Là, on sent que voilà, tous ces échecs-là, ils se ressentent dans cette équipe-là et maintenant cette équipe, elle est plus mûre. Après, c'est des joueurs qui arrivent à maturité aussi en Angleterre. On ah oui, complètement. Peu, mais un Harry Kane, c'est un mec qui a beaucoup de bouteilles aujourd'hui, qui va sur ses 33 ans. Jude Bellingham, bon, il est très jeune, mais il a un vécu d'un joueur de 30 ans. Ah, même Gordon, c'est 25 ans, ouais, Saka, c'est 24 ans. J'allais te parler de mecs plus expérimentés, des Rashford, des Rice maintenant aussi, qui commencent à avoir vraiment de la bouteille. Ce mélange avec des mecs un peu plus jeunes, mais expérimentés, parce que un Madueke, un Saka, c'est jeune, certes, Gordon, mais ça a beaucoup de matchs en Première Ligue. Saka, c'est plus de 100 matchs en Première Ligue. Voilà, c'est même plus de 200, donc on est en train d'atteindre des proportions de joueurs très très expérimentés. Et puis il fait rentrer des charognards, il fait rentrer Stones, il fait rentrer Dan Burn, il fait rentrer Morgan Rogers, c'est des mecs de Première Ligue, c'est des mecs du combat. Et les Mexicains adorent le combat en plus d'être très techniques, mais ils ont eu affaire à des vrais combattants hier. Est-ce qu'on peut aussi dire, est-ce qu'on parlait de la patte Thomas Tuchel, est-ce qu'on commence à véritablement voir ce que le sélectionneur anglais veut mettre Il a été très critiqué, il faut quand même lui rendre hommage. On va dire que la Coupe du Monde, elle n'est pas réussie, mais elle est déjà pas ratée. Avec un quart de finale, tu te dis que déjà que l'Angleterre... C'est une belle formule, ça. Voilà, c'est une manière un peu positive de tourner la chose. Mais et surtout que maintenant, elle n'est pas réussie parce qu'il y a la Norvège et l'Angleterre est grandement favorite face à la Norvège, donc elle ne peut pas être réussie encore. C'est ça, mais elle n'est pas ratée quand même parce que top 8, tu te dis déjà que... c'est le minimum. Voilà, c'est ça. Il y a une époque où l'Angleterre, avec des effectifs 5 étoiles, vivait des échecs en Coupe du Monde. On n'en est pas là. Maintenant, ils arrivent avec l'étiquette de favoris face à la Norvège. C'est une Norvège qui va leur faire aussi, qui va leur poser problème. Mais l'Angleterre est en train de réussir sur sa Coupe du Monde et Thomas Tuchel est en train de se donner raison. Il s'est donné les moyens de se priver. Il a fait des choix forts, très forts. Hein. En Angleterre, très dur à assumer. Il n'y a pas de Foden, pas de Palmer, même Maguire. Il y a beaucoup d'Anglais qui réclamaient Maguire. Et Alexander-Arnold. Titulaire au Real. Il y a quand même, ça lui donne raison jusqu'à présent, parce que le secteur offensif est performant, le secteur offensif répond présent, les choix qu'il fait, Gordon il a été décisif, Saka hier il est passeur décisif sur le but de Bellingham et Kane on n'en parle même pas, et derrière ça tient la route aussi. On avait fait un comparo avec un peu ce qu'était France 98, les choix forts d'Aimé Jacquet. Thomas Tuchel, il y a une partie un peu de ça aussi dans ses choix.
vraiment des joueurs que l'opinion réclamait et qu'il a mis de côté. Donc, de toute façon, depuis le début, il est un peu dans l'adversité, Thomas Tuchel. Le fait de ne pas habiter en Angleterre, le fait de ne pas être anglais, le fait de faire des choix forts dans ses sélections, il est un peu, lui, dos au peuple anglais ou dos aux critiques des médias notamment. Et je pense que ça l'a construit aussi, ça l'a renforcé. Et cette équipe-là, elle est autour de lui. Voilà, il y a quelque chose qui se passe en Angleterre. Est-ce que ça ira au bout? Ça, on le sait pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Ces 2 matchs à élimination directe qu'ils ont réalisés, c'est assez impressionnant. Et la Norvège, je serais pas vraiment rassuré à la place de la Norvège de jouer contre eux. Ouais, je reviens sur le duo gagnant des Anglais, Kane, Bellingham, les 2 buteurs hier soir pour l'Angleterre. C'est les 2 mégastars. Et puis ouais, les deux mégastars de ces 3 lions. Est-ce que ça dépend justement, le parcours dépend d'eux maintenant, celui d'Angleterre? Bon, déjà d'Harry Kane énormément. 6 buts, c'est ça, 6 buts. Il a marqué des buts. Il tremble pas sur le penalty. Harry Kane, c'est la sécurité sociale au niveau des buts. Et c'est surtout la sécurité au niveau de la fluidité qu'il t'offre au jeu. C'est un joueur qui est 9, mais qui est 8, qui est 6, qui est 10, qui est parfois à la limite défenseur central entre les 2 centraux. Il se met là pour réguler le jeu. Donc, il est incroyable, Harry Kane. C'est indiscutablement l'atout numéro 1 de l'Angleterre. Et puis Jude Bellingham, on l'attendait comme l'atout numéro 2. On l'a attendu longtemps. Et là, il est en train de prendre ce costume et de le porter avec élégance. Jude Bellingham, on l'aime ou on l'aime pas, c'est quand même un joueur différent. Moi, je suis pas un grand fan sur le papier de Jude Bellingham, mais je peux que m'incliner face à ce genre de match, face à ce genre de performance, inscrire un doublé en 2 minutes face au Mexique au Stade Azteca. Dans l'histoire de l'Angleterre, c'est un match qui va compter. Et Jude Bellingham, d'une certaine manière, en mettant ce doublé-là, il rentre encore une fois dans l'histoire de l'Angleterre. C'est un joueur de caractère, c'est un joueur besogneux, c'est un joueur extrêmement talentueux, c'est un joueur qui sait tout faire en fait. Jude Bellingham, il a pas de défaut. Si dans un match comme ça, il a pas de défaut. Il court, il récupère des ballons, il se projette vers l'avant, il marque, il est leader, il défend, il sait tout faire. Et franchement, le Real Madrid peut se frotter les mains et peut un petit peu avoir des regrets au vu de sa saison dans laquelle il vient de sortir. Mais voilà, c'est un joueur hors du commun, Jude Bellingham. On le sent concerné dans cette Coupe du Monde. Jude Bellingham plutôt très bien dans ses baskets, effectivement. On va revenir quand même, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de l'Angleterre. Mais on va revenir également sur la prestation du Mexique qui s'arrête là donc et qui peut émettre des regrets quand même, le pays hôte. Ouais, ils ont vibré, les Mexicains. Déjà, je pense que le peuple avait peur de ne pas vibrer. Le peuple mexicain, ils ont vibré tout au long du tournoi. Ils ont fait des grandes performances, ils ont eu des grands matchs. Même hier, ils ont vibré jusqu'au bout, jusqu'à la 101e minute de jeu, ça a poussé. Ils ont ce plein, ils ont un peu ce plafond de verre des 8e qu'ils voulaient absolument faire tomber. Ils n'y arrivent pas, ils ont vraiment, je ne sais pas si c'est un blocage psychologique, si c'est un blocage technique ou quoi. Après, pas de chance au tirage aussi, le tirage en Angleterre en 8e, c'est pas évident. C'est pas facile. Et puis la réalité, c'est que honnêtement, ils n'ont pas la meilleure génération de leur histoire en termes de joueurs, le Mexique. J'étais plus inquiet moi au début du tournoi. Ah oui. Je m'attendais pas à voir un Mexique aussi séduisant, aussi tout au long et tout. Donc finalement, je trouve qu'ils ont presque surperformé compte tenu de leur effectif. On avait parlé de Mora qui était l'atout charme, l'atout titulaire hier. Exactement. Mais quant à ça aussi et que tu t'en remets à un gamin de 17 ans, c'est aussi parce que finalement tu as une sorte de désert et qu'il te manque certains cadres. Honnêtement, ils ont performé, ils ont un poil même surperformé. La Coupe du Monde est réussie, ça a été une grande fête du football. Les Mexicains étaient heureux, ils ont été fiers, ils ont montré un visage conquérant. Ça, c'est important parce que quand on ressort d'une Coupe du Monde sans frustration et en ayant l'impression d'avoir tout donné, pour moi, c'est réussi. C'est une Coupe du Monde réussie pour le Mexique, Antoine? À 100%, les stades étaient pleins, il y a eu une ambiance de dingue. Pour moi, l'image que je retiendrai de cette Coupe du Monde, c'est à la fois le Mexique et à la fois le peuple mexicain, les stades mexicains. Voilà, les États-Unis, c'est des stades un petit peu Disneyland. Il y a des lumières dans tous les sens, il y a des grands écrans, on oublie de regarder le terrain par moment. Au Mexique, c'est l'inverse, c'est des stades mythiques avec des noms qui résonnent dans l'histoire du football. Le stade d'Azteca, c'est 2 finales de Coupe du Monde, un match d'ouverture pour cette édition. Il y a eu des rencontres de dingue. Hier, on a eu un des plus beaux matchs du tournoi. Bravo au Mexique, c'est toujours une grande frustration de se dire que le tournoi n'a pas été organisé exclusivement là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Les Mexicains ont surperformé, comme l'a dit Zahir, par rapport à ce qu'ils avaient prouvé ces dernières années dans les différentes compétitions. Ils peuvent sortir la tête haute, sortir contre l'Angleterre. Cette Angleterre-là, c'est pas une honte du tout. Bravo à eux. On y reviendra, je pense, aux Mexicains. Un de ces 4, la Coupe du Monde. En tout cas, ça faut espérer, parce que c'est un vrai pays de foot. Et c'est bien aussi d'amener le foot dans d'autres pays pour développer un peu ça, pour donner de l'intérêt aussi aux gens. Mais mine de rien, même s'ils sont privilégiés, les Mexicains, c'est la 3e fois qu'ils accueillent la Coupe du Monde. Bien sûr. Bon, dans l'histoire des Coupes du Monde,
Il y a d'autres pays aussi Je pense que tu qui prends veulent le- être visités. Tu prends Voilà, le pouls donc, du Canada, le pouls des supporters canadiens, enfin du Canada depuis 3 semaines. Là, il y a peut-être la moitié du Canada qui en a rien à faire de la Coupe du Monde. Le Mexique, le pays s'est arrêté de vivre depuis 2 semaines et demie. Bon, en tout cas, 2 pays sur 3 sont éliminés. Tout se Ouais. jouera maintenant. Enfin, tout est entre les mains des États-Unis. On y Et de la reviendra. FIFA. Et de la FIFA, on y reviendra dans quelques instants. Angleterre-Mexique, donc victoire, qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Angleterre qui défiera donc la Norvège. Un Angleterre-Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde, puisque les Norvégiens ont éliminé le Brésil avec un doublé, évidemment, de l'inévitable Erling Haaland. 7 buts Qui dans d'autre cette... Le grand méchant loup. 7 buts dans cette Coupe du Monde, tout comme Messi, tout comme Mbappé. Les stars sont là, on l'a dit. Contre un penalty donc de Neymar dans le temps additionnel. Là aussi, on y reviendra sur Neymar dans quelques instants. On peut noter également que Guimaraes en a loupé des penaltys en première période. tournant. Ça, c'est vrai tournant un de match. véritable tournant. Mais déjà pour commencer, messieurs, cette élimination du Brésil est-elle vraiment une surprise? Sur le papier, non, parce que c'est un des Brésils les plus faibles qu'on a vu depuis des générations. On savait que ce Brésil-là, c'est un Brésil en péril, c'est un Brésil qui a peur pour sa survie, qui nomme Carlo Ancelotti en sorcier un petit peu pour essayer de trouver une recette magique, qui convoque Neymar pour invoquer les dieux d'antan, pour essayer de surperformer. Mais force est de constater que cette équipe-là, elle n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau pour aller plus loin qu'un 8e de Coupe du Monde. La Norvège, c'est une très belle équipe, c'est une équipe surprenante avec du talent à toutes les lignes. Pour autant, le Brésil, il n'y a aucun monde où le Brésil doit se faire sortir par la Norvège. Dans l'histoire du football, on prend toutes les Coupes du Monde du football depuis la première Coupe du Monde. Toutes les Coupes du Monde, le Brésil sort la Norvège facilement. Hier, la Norvège mérite complètement sa qualification et c'est ça le plus inquiétant pour le Brésil, c'est que la Norvège mérite sa qualification. Le Brésil n'a pas poussé pendant 90 minutes, il n'y a pas eu non plus 1000 exploits, mais ils ont tenu tête au Brésil et à la fin, c'est les grands joueurs qui font la différence et le grand joueur hier, c'était Erling Haaland. Ouais, je rejoins Antoine sur tout ce qu'il a dit, à part un petit point. Pour moi, la Norvège, il y a la théorie, mais aussi la pratique. Moi, quand je vois le 11 de départ, on est en échangé pendant le match ou avant le match avec des observateurs avisés. Franchement, il y a peut-être plus de talent en Norvège qu'au Brésil, au-delà d'Erling Haaland. Quand sur ta compo, tu as du Sorloth, tu as du Nusa, tu as du Odegaard. Je te parle même pas du banc. T'avais des Oscar Bob qui a foutu Oscar le Bob. feu. T'avais Sheldrup, là, celui de l'Ajax. Deux passes décisives. Exactement. T'as Aursnes de Benfica. Enfin, t'as des vrais mecs Vraie qui belle jouent équipe. dans des gros clubs européens, qui sont titulaires, qui ont du temps de jeu, qui ont voilà. C'est pas une équipe qui sort comme ça par-dessus la jambe et qui réussit un petit exploit en ayant fermé le jeu. Au bout de 3 minutes, ils marquent un but hors jeu. Mais je pense Ils ont qu'ils mis le feu pendant 3 minutes avant de Ah marquer ouais, le but en plus. ils ont donné le topo immédiatement. Des occasions, ils en ont eu pas mal. Franchement, il y a rien à dire sur ce match-là. Et le Brésil, quand tu sais que tu attends le miracle de Neymar, et on adore Neymar, mais c'est très inquiétant pour les autres parce que c'est une équipe qui a peu de talent en fait. Et surtout, On cette s'en met à stratégie- Vinicius, mais Vinicius, il est quand même maladroit. Il a beau jouer au Real, etc. C'est quelqu'un qui est c'est pas un mec fiable à 100%, en qui tu peux attendre un exploit régulièrement comme un Mbappé, un Messi ou un Haaland par exemple, ou un Le Kane. fait de faire entrer Hendrick qui joue à l'Olympique Lyonnais sans faire offense à l'Olympique Lyonnais, c'est un club niveau Ligue Europa, on l'a vu cette saison. Qui mange la feuille. Qui mange la feuille, il sur perd son son premier duel. ballon en plus. et Il n'a tout. pas fait un grand tournoi, il était rentré déjà auparavant, il n'avait pas fait un grand tournoi. Mais il y a quand même un truc assez inquiétant de ce Brésil-là, c'est que. Tu là, vois les latéraux qui jouent, Ouais. c'est pas Jojo. Le Tu fait vois de- le milieu de terrain. J'entends que Guimaraes soit un bon joueur, mais il est à Newcastle, il joue pas au Barça, il joue pas au PSG, il joue pas au Faire Bayern. sortir il joue pas. Ryan et faire rentrer Danilo Santos, Voilà. il y a un manque de profondeur quand on voit certaines équipes, parce que même Oscar Bob qui rentre, c'est bien plus épais Bien que sûr. Danilo Santos. Bien sûr. Et surtout les changements d'Ancelotti, faire rentrer Neymar à la 67e minute de jeu, d'un coup le Brésil n'arrive à plus à rien et il prend 2 buts en un quart d'heure de jeu. Donc en fait cette... Ouais, pour moi, c'est pas Neymar. Oui, mais même c'est- globalement, ça veut dire quelque chose aussi. Ancelotti fait des changements. Hendrick, c'est catastrophique. Neymar, il fait pas, c'est compliqué. Et juste avant, je regarde les minutes, à Hendrick, 70. c'est pas catastrophique pour moi. Ouais, mais bon, il loupe les occasions. Au bout d'un moment, ce qu'on Mais lui demande en attaquant, c'est de marquer. il se procure des occasions que personne n'a eu avant. Donc pour un petit de 18 ans, il y a aussi cette. Et à côté de ça, à la mi-temps, t'as Oscar Bob qui rentre et Sheldrup, le milieu de terrain. Sheldrup, Décisif, 2 passes décisives. Bob, il a mis le feu. Mine de rien, les changements, on voit que les changements de la Norvège Ils ont ont plus apporté. apporté que les changements du Brésil. Et puis il n'a pas hésité à les faire. Il n'a pas attendu la 46e minute 75e. de jeu, dans un match où t'es Moi, bien ça en m'a place. interpellé. Quoi. Quand tu sors un mec comme Sorloth qui joue à l'Atlético de Madrid, Et même Moussa, Moussa. faut avoir du cran. Exactement, on nous a aussi, mais il faut quand même avoir un sacré caractère et pas avoir peur. Et franchement, cet entraîneur norvégien,
épatant. Pour rester sur le Brésil tout d'abord, est-ce que Ancelotti pouvait faire mieux avec ce Brésil-là? Franchement, non. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il pouvait faire mieux. Tu peux pas te contenter d'une défaite contre la Norvège. Certes, Haaland met un doublé, mais tu peux pas te contenter de ça. C'est pas possible de se dire, avec tous les talents qu'a la Norvège, c'est pas possible de se dire, bah, 8e de finale, c'est déjà bien. Non, c'est pas déjà bien. C'est pas bien quand tu arrives pour gagner. Mais honnêtement, le Brésil, ils doivent se remettre en question globalement. C'est une politique de foot qui doit être revue. C'est se poser la question de savoir pourquoi il y a plus de joueurs qui performent au haut niveau. Pourquoi aussi on a moins de talent. Pourquoi le dernier vrai talent intrinsèquement doué, c'est Neymar. Ça remonte maintenant à près de 20 ans qu'il a débuté chez les pros. On n'a plus de Ronaldinho, on n'a plus de Ronaldo, on n'a plus de tous les artistes, les Kaka, tout ça, c'est fini. C'est ça la réalité du Brésil, c'est que les joueurs qui sont sur le terrain ne sont pas des artistes. Tu joues avec Matheus Cunha, tu joues avec Ryan, tu joues avec l'autre attaquant Danilo qui Santos, joue, comment il s'appelle, Igor Thiago. Igor Thiago. Oh les gars, c'est le Brésil, c'est pas... Voilà, c'est pas une équipe basique, c'est le quintuple champion du monde, la seule équipe qui a jamais raté de Coupe du Monde. Moi, honnêtement, vu l'effectif du Brésil, je ne m'attendais à rien et je n'attendais rien de ce Brésil. Et je savais même qu'ils allaient être éliminés par la Norvège parce que ce Brésil est faible. Alors Ancelotti fait des miracles et c'est un top entraîneur, un top manager. Mais pour moi, bon, ça va peut-être être le fusible facile. Mais il faut se remettre en question en profondeur au Brésil. C'est ce qu'on nous dit dans les commentaires, hein, mais Kalen qui nous dit le Brésil ne fait plus rêver. Bah ou alors oui. c'est pas le Brésil d'avant, Antoine. Juste, mine de rien, je pense que la blessure de Rafinha et la blessure de Lucas Paqueta, ça a pesé sur cette équipe du Brésil. C'est deux cadres du Brésil, c'est deux joueurs très importants. Ouais, Toutes les équipes ont des blessés pendant les Coupes du Monde, mais ça peut y jouer. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est, comme tu dis, Est-ce que c'est des joueurs qui te font rêver? Rafinha, moi, c'est un joueur qui te fait rêver quand même. Il sort de 2 saisons majuscules au Barça. C'est quand même un joueur, un vrai leader. C'était quand même le leader de ce Brésil-là. Vinicius, c'est pas un leader. Et là, on a vu qu'il manquait de leader. Bruno Guimaraes, il rate un penalty au bout de 10 minutes de jeu. Tu peux pas rater un penalty au bout de 10 minutes de jeu en 8e de finale de Coupe du Monde alors que ton équipe vient de prendre un but. On l'a vu en équipe de France, il y a un penalty, c'est la galère. Mbappé, il arrive, il est froid, il marque. Et ce Brésil-là manque de caractère. Et pourtant, il y a des joueurs où on sent Guimaraes en première ligue, ça a été un joueur de caractère. Casemiro, pendant des années, ça a été un joueur de caractère. Et là, ça manque de caractère. Ouais, dans les commentaires pareil, hein, on nous dit ils ont de bons joueurs les Brésiliens mais ils ne savent pas jouer ensemble. C'est vrai qu'on voit pas d'alchimie offensive. Hier, quand même, après le but d'Haaland, on a passé 20 minutes de jeu à voir des centres pour essayer de toucher Hendrik ou essayer de toucher je ne sais qui dans la surface de réparation. Les Norvégiens en défense, ils font tous 1m90. C'était hallucinant de voir qu'une équipe était en panique à ce point-là. Il n'y avait pas de secteur, il n'y avait pas d'idée de jeu globale. On a fait descendre pendant un quart d'heure. Qu'est-ce qu'a fait la Norvège? La Norvège ou a mis des têtes ou a juste géré les ballons, le gardien qui sortait tranquillement. C'est dingue quand même de voir un des plus grands pays de l'histoire du football, si ce n'est le plus grand pays de l'histoire du football, de pas savoir quoi faire du ballon pendant 20 minutes de jeu face à la Norvège. Sans manquer de respect à la Norvège, c'est un scandale. On a le Géco qui nous dit aussi j'ai 59 ans, ce Brésil est sans doute le plus faible de l'histoire. Oui, c'est sûr, c'est le plus faible qu'on ait vu. C'est pas que le collectif pour moi, il y a un problème d'individualité. Ça fait beaucoup réagir, hein, l'élimination du Brésil. On dit surtout, que le Joga Bonito n'est plus brésilien. Aka qui nous dit le Brésil a parlé dans ce TikTok, c'est quoi finalement? Bon, c'est une analyse aussi. Diallo qui nous dit les individualités sont inexistantes. Antoine, on disait que le Mexique était capable de sortir l'Angleterre. Hier, il y avait quand même un constat global avant le match de dire la Norvège peut le faire. La Norvège est capable de sortir le Brésil. Il n'y a pas une seule fois dans toutes les Coupes du Monde que j'ai regardé où je me suis dit qu'une équipe de la trempe de la Norvège était capable de sortir le Brésil. Impossible. Enfin, le Brésil se fait sortir par la France, il se fait sortir par une Belgique hors du commun en 2018, il se fait sortir par l'Allemagne, championne du monde. Pour moi, ça s'est resserré. Cette Norvège, c'est pas une Norvège de 98 qui est une petite équipe. C'est une vraie bonne équipe. On l'avait cité parmi les équipes à suivre. Il y a du matériel dans cette équipe. Quand tu as Erling Haaland, un mec qui met 60 buts dans ton équipe, tu pars déjà avec un atout. Les adversaires ont peur. Surtout servi par Odegaard. Tu sais qu'il va marquer, tu sais qu'il va peser, tu sais qu'il va embêter les défenseurs. Attention, c'est pas seulement la faiblesse du Brésil. La faiblesse, elle est claire. Mais la Norvège est une très bonne équipe. Et un des grands changements par rapport au passé, c'est que le Brésil n'est plus respecté. Plus personne n'a peur du Brésil. Le Japon n'a pas peur du Brésil. Le Japon a regardé le Brésil dans le jeu pendant 90 minutes. Ils auraient pu gagner. Hier, la Norvège, ils n'ont pas respecté le Brésil. Et c'est le problème de ces grandes nations en déclin. Où d'un moment, l'équipe de France, elle est respectée, elle fait peur. Ça, c'est un vrai truc dans la tête des adversaires. Le Brésil, maintenant, on se présente face au Brésil et on se dit qu'on peut le faire. Pendant des générations et des générations, on disait que c'était pas possible de battre le Brésil en Coupe du Monde. Ou sinon, il fallait un miracle. Les Marocains avaient montré au premier tour aussi.
Les Marocains, ils ont secoué, les Marocains ont secoué bougé. le Brésil, ils ont pas respecté pendant 45 minutes de jeu. Maintenant, on respecte plus le Brésil et ça passe. Ouais, alors je reprends un commentaire qui nous dit rien que Brésil-Japon, les Brésiliens ont eu peur. Tout à fait. Et Ils doivent ont perdre du contre mal, le Japon, pardon. ils doivent déjà se faire Donc sortir c'est la contre le logique Japon. des choses pour la Norvège, effectivement. On reviendra dans quelques instants sur la prestation individuelle de Erling Haaland. Ça sera dans la peau 2 avec Zaïre. Mais je reste sur une autre prestation individuelle parce qu'il a annoncé sa retraite internationale. C'est Neymar. Après cette rencontre, il a joué une bonne vingtaine de minutes. Il a inscrit un penalty au bout du temps additionnel. Mais triste fin pour l'enfant prodige du football brésilien. C'est une triste fin, oui, parce que le Brésil est éliminé, parce qu'il a semblé un peu, au-delà d'être en deçà un peu techniquement et physiquement, il avait surtout l'air, presque plus comme un footballeur. C'est surtout ça qui nous a un peu attristés. C'était un peu prévisible, mais moi, honnêtement, j'avais envie de le voir dans cette Coupe du Monde. J'étais content de le voir tirer ce penalty, rien que pour sa maîtrise technique du penalty. Il a prouvé que c'était le seul capable de tirer les penalties comme ça. Voilà, il a pris un jaune à un moment pour une balayette sur un Norvégien. En tout cas, il a mis le caractère que les autres Brésiliens n'avaient pas. Et ça, c'est pour ça aussi qu'Ancelotti l'a pris, je pense. C'est un gagnant, c'est un champion, c'est quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui a du caractère. Il s'est même un peu frité avec le gardien quand il a marqué le but. Plutôt que d'aller chercher le ballon pour le remettre au milieu de terrain, il était là en train de faire des signes au gardien et tout. C'est tout Neymar qu'on connaît, c'est tout Neymar qu'on aime, mais c'est aussi le Neymar côté ombre, côté lumière. Voilà, il y avait un peu plus d'ombre sur cette Coupe du Monde. Ce penalty, c'est un peu le symbole de la carrière de Neymar, c'est-à-dire on voit tout son talent mettre un penalty avec une technique dingue où à aucun moment il rate le penalty, il peut le tirer 200 fois le penalty, il va le mettre 200 fois. Ouais. Pour autant, ce penalty il sert à rien. Donc c'est un talent ouf, un talent dingue qui à la fin donne rien. Et c'est un peu l'histoire de Neymar au Brésil, un talent dingue, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Pour à la fin rien du tout, pas de trophée majeur, pas de Coupe du Monde, pas de finale de Coupe du Monde, des défaites en voiture quand même. Oui, les JO, mais bon, est-ce que c'est un trophée majeur? C'est un beau trophée, mais voilà. À la maison en plus, en 2016. Moi, si on me dit que la carrière de Neymar, c'est une fois les Jeux Olympiques, une médaille d'or, par rapport au talent qu'il a pu avoir et par rapport au fait de disputer une Coupe du Monde à domicile en 2014, c'est d'une tristesse dingue. Après, en 2014, ils prennent cette valise contre l'Allemagne en demi, mais il n'est pas là, Neymar. Les gens oublient ça, mais il n'a pas joué. Donc, blessé en quart de finale contre la Colombie avec le coach Zuniga, on peut imaginer que l'histoire aurait pu être différente avec Neymar. Il ne faut pas quand même oublier ce facteur-là. Neymar n'a pas joué. Tout le monde croit qu'il est responsable de la défaite contre l'Allemagne. Il n'a pas joué. Sachant qu'en 2018 et en 2022, il est vraiment fort en plus. Et encore une fois, il est le match contre la Croatie. Oui, mais en 2014, bien sûr. Mais voilà, mais même les deux Coupes du Monde d'après, il est très très bon. Mais c'est juste que ce Brésil-là, mine de rien, manque de matériel à beaucoup de lignes. Face à la Croatie, c'est lui qui va, en 2022, va mettre ce but qui est censé offrir la qualification. Finalement, ils s'en reprennent un, ils perdent au penalty. Il a beaucoup donné pour le Brésil, Neymar. Il n'a pas beaucoup reçu en retour. En tout cas, ça fait beaucoup réagir, l'élimination du Brésil dans les commentaires, on vous lit. Juste une dernière prestation individuelle sur laquelle je voulais revenir, celle de Nyland, le portier de la Norvège qui a été exceptionnel et qui a sorti les arrêts de dingue. Ouais. Il a sorti les arrêts, déjà il sort ce penalty. Il sort le penalty déjà en première période. C'est le premier tournant du match. Il était possédé, Nyland. On sentait que c'était son match. Et que, c'est vraiment ces gardiens qui disent, il y a un jour où je me lève le matin et je me sens que je peux tout arrêter. Je pense que Nyland, il a dû se dire ça quand il s'est levé hier matin. C'était le Yacine Bounou norvégien hier. Il avait un peu ce truc-là, cette baraka, ce côté... La frappe contrée où il va la chercher derrière lui à la 85e minute. C'est dingue, c'est dingue. Ça fait penser un peu à l'arrêt de Grégory Coupé contre Barcelone à l'époque, effectivement. En tout cas, Nyland qui a été l'un des grands artisans de cette qualification de la Norvège. Un gardien plutôt méconnu, 35 ans, il joue à Séville. Ouais. C'est pas un gardien qu'on a l'habitude de voir dans les compiles d'arrêt les week-ends en Liga ou même sur les pelouses européennes. Et voilà, il y a la magie de la Coupe du Monde, des gardiens qui se transcendent. Il y a Livakovic qu'on voit régulièrement avec la Croatie faire des parades de dingue, notamment dans les séances de tir au but aussi. Et Nyland, ça a été, c'est son moment, c'est son tournoi. La Norvège donc qui a battu le Sénégal et la Côte d'Ivoire précédemment dans cette Coupe du Monde, qui écarte le Brésil et qui va affronter l'Angleterre maintenant en quart de finale. Qu'est-ce que les Norvégiens peuvent espérer d'ailleurs contre les Anglais? Ils peuvent espérer gagner, ils peuvent embêter, surtout qu'ils ont pas mal de joueurs qui jouent en première ligue, donc ils connaissent parfaitement cette équipe anglaise. Exactement. Ils ont exactement le profil pour embêter cette équipe anglaise, parce qu'il y a du gabarit en Norvège, il y a de la lutte physique. C'est une équipe prête d'un point de vue physique, comme l'Angleterre. Tactiquement aussi. Tactiquement, c'est orchestré, c'est huilé, ils savent tout ce qu'ils ont à faire.
Ils ont des super jokers, donc non, ça va être un match ouvert, j'ai hâte de le voir. Et encore, on l'a dit aussi précédemment dans cette émission, mais on sent qu'ils vivent vraiment l'événement, quoi. Ça arrive Puis il y a tout un peuple norvégien dans les tribunes. Ouais. Ça participe, ça aussi, mine de rien, à avoir une espèce d'effusion autour de l'équipe. Il y a énormément de Norvégiens sur place aux États-Unis. L'équipe se passe bien. Erling Haaland a vraiment son rôle de leader. On sait que quand on dispute une première Coupe du Monde, on peut être un petit peu pris par l'événement, on peut avoir un petit peu de mal et tout. Erling Haaland, c'est l'inverse. Et hier, on l'a presque vu fendre l'armure à un moment, à la fin du match, on a senti une petite émotion. Lui qui est un robot froid, qui habituellement célèbre presque pas ses buts, quand il met son deuxième but, déjà on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à la fin, mine de rien, il a les yeux un peu rouges. Et c'est dingue, c'est la Coupe du Monde, ça il y a que la Coupe du Monde qui fait ça. Erling Haaland, il a gagné la Ligue des Champions, il a presque passé les bris, on a l'impression, c'était juste dans son plan de carrière. Hier, sortir le Brésil, mettre un doublé, on sent qu'il y a quelque chose ça arrive une fois dans sa vie de faire un match comme ça, comme pour Erling Haaland hier. Et on va y revenir dans un instant sur la prestation d'Erling Haaland. Il est là, effectivement, il va être dans notre studio dans un instant. Coup de chapeau à Ståle Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, qui rivalise d'ingéniosité, qui hier, comme on l'a dit encore une fois, les deux changements à la mi-temps, c'est deux changements très très forts, et c'est des changements qui amènent les buts norvégiens. Franchement, grand respect à lui. Né un 27 février, Solbakken. Diallo qui nous dit un beau quart de finale qui arrive entre la Norvège et l'Angleterre, un match très ouvert. Et puis le duel entre Harry Kane et Haaland déjà dans tous les esprits, deux buteurs de cette Coupe du Monde, 7 buts pour le Norvégien et 6 pour l'Anglais. Ils vont se faire secouer. La défense anglaise, là, Gueye va se faire secouer. Gueye et Konsa, ils vont se faire secouer. Ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Parce que va falloir aller le chercher. Alors, vu comme il est lancé là, va falloir aller le chercher. Et les premières affiches des quarts de finale, on les connaît donc avec deux matchs France-Maroc déjà. Ce sera jeudi 22h. On y reviendra dans quelques instants également. Ce match qui aura lieu jeudi à 22h et puis Norvège-Angleterre samedi 23h. Voilà les deux premières affiches qu'on connaît dans ces quarts de finale. Et puis le programme du jour avec tout d'abord un alléchant Portugal-Espagne qui arrive à 21h. On va se régaler là d'ailleurs aussi. Très belle affiche. C'est exceptionnel. Là aussi on a un choc un peu générationnel entre... Ouais, générationnel. Et puis il y a surtout un des favoris qui va aller au tapis. Oui. On va dire top 5, on va dire qu'ils font partie des 5 meilleures équipes au monde. Et forcément ça va faire des dégâts. Est-ce que ce sera la retraite de Cristiano? Est-ce que ce sera le premier accro de Yamal avec l'Espagne? Mais moi j'ai hâte d'être devant. Ouais. Ah ouais, là ça me met presque les frissons, ce que vient de dire Zahir là. On a déjà dit les chocs des générations comme ça, toute la beauté d'une Coupe du Monde réside dans ces moments-là. Toute la journée on va y penser, toute la journée on va se dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir les larmes de Cristiano ou est-ce qu'on va avoir les larmes de Yamal? Est-ce que le Portugal va enfin réussir à sortir les muscles et nous montrer qu'il est capable de faire une grande performance? Est-ce que l'Espagne va enfin sortir du bois avec un match face à une grande nation? Waouh, on a hâte d'y être, on est content que ça soit à 21h et pas à 2h du matin ce match aussi. On aura un peu plus de force. Parce qu'à 2h du matin, il y aura États-Unis-Belgique. FIFA contre la Belgique à 2h du matin. Je sens qu'Antoine est chaud sur ce sujet, on y reviendra, on vous le promet, on y reviendra dans quelques instants sur cette décision de la FIFA qui fait beaucoup causer. Mais en tout cas, les espoirs des trois pays hôtes résident maintenant dans les pieds plutôt des États-Unis, opposés à la Belgique de Rudy Garcia. Mais quand on se projette un petit peu sur les quarts de finale, c'est un petit mot comme ça, messieurs, mais on peut avoir quelques affiches inédites. En tout cas, on peut avoir un échiquier international complètement clairement, renouvelé. Déjà, quand tu as une équipe de Norvège en quart de finale qui peut aller en demi, forcément c'est une nouveauté. Tu as encore des équipes en lice comme l'Égypte qui sont encore là. Ouais, Argentine-Égypte, Suisse-Colombie. Voilà, exactement, la Suisse ou la Colombie. Le Maroc qui est là pour la deuxième fois, mais voilà, mine de rien. Le Maroc, il y a de ça 10 ans, ça confirme effectivement que les cartes ont été rabattues. Voilà, si les États-Unis passent aussi, ça fait aussi un bol d'air frais. Donc bon, il y a pas mal de petites choses, mais malgré tout, les gros sont au rendez-vous et pour l'instant c'est surtout le triomphe de l'Europe, 3 sur 4. Ouais, déjà, oui. Voilà, c'est costaud, ça montre que le football européen reste le must. On reste un peu entre le nouveau et l'ancien monde. Là, les grands favoris, la France répond présent, l'Espagne, on va voir si elle répond présent ce soir, l'Angleterre a répondu présent. Je pense que l'Argentine, sans manquer de respect aux Égyptiens, ils vont répondre présent. Donc voilà, les 4 gros noms. Au moins, il y en a 3 qui seront là en quart de finale. Petit bémol sur l'Espagne, on va voir ce que ça va donner. Mais les 3 des 4 grands favoris seront au rendez-vous des quarts de finale. Et dans une Coupe du Monde avec des surprises comme on assiste depuis le début du tournoi, c'est pas anodin. Ça veut quand même dire qu'il y a 3-4 nations qui se dégagent, qui ont une longueur d'avance sur les autres. Et derrière, par contre, il y a une espèce de flopée d'outsiders où tout le monde est capable de battre tout le monde. Et hier, on aurait pu avoir un Japon-Norvège, ça aurait pas été scandaleux. Donc voilà, c'est toute une surprise. La Colombie qui va peut-être revenir en quart ou la Suisse. Là, il y a maintenant un nivellement qui se fait.
sans vouloir dire un nivellement par le bas, mais pas loin. Il y a quand même 3-4 équipes, on a dit, qui se détachent devant. Un nivellement par le milieu. Ouais, un nivellement par le milieu, une espèce de ventre mou du foot mondial, mais un ventre mou, c'est un peu péjoratif de dire ça, parce qu'il y a des très bonnes équipes, mais il y a plus d'équipes qui étaient dans le top avant, qui redescendent un petit peu, et d'autres équipes qui étaient moyennes basses, qui deviennent moyennes hautes, et il y a une espèce de pêle-mêle qui se fait, et c'est très bien d'ailleurs, ça permet à certaines grandes nations de se faire challenger, et de se questionner un peu sur ce dont elles sont capables. Jérémy qui nous dit: j'aimerais bien que les USA passent la Belgique, donc rendez-vous cette nuit pour voir si les USA parviennent à sortir la Belgique de Rudy Garcia. Le match de jeudi entre le Maroc et la France est déjà dans tous les esprits. On a déjà des pronostics. Joliot qui nous dit Maroc 2, France 0. Adnan qui nous dit le Maroc va sortir la France. On a déjà hâte d'y être aussi, ce Maroc-France qui lancera les quarts de finale jeudi à 22h. Mais en attendant, nous on passe dans la peau de aussi un internaute qui va dans ton sens, un Matoub qui je dirais la FIFA contre la Belgique plutôt pour ce USA Belgique. On va y revenir dans quelques instants. Je crois que tout le monde est chaud sur cette décision, mais déjà on reçoit une superstar, le grand bonhomme de la qualification de la Norvège, Erling Haaland. Exactement, merci de m'avoir invité sur votre plateau d'abord, et puis je vais faire court pour une fois, comme sur le terrain, j'ai envie de dire. Je sais que j'ai mis 2 buts, que je brille chaque saison en marquant grosso modo 60 fois par an avec City et avec la Norvège. Mais là, ce que j'ai envie de souligner, c'est de rendre hommage à mon sélectionneur et à mes coéquipiers. Si cette équipe de Norvège est en quart de finale aujourd'hui, c'est parce que je marque, mais c'est surtout parce que je jouis d'un collectif exceptionnel, qu'il y a des joueurs de très haut niveau dans cette sélection. Atlético de Madrid, Arsenal, Fulham, on a des joueurs partout, dans tous les gros clubs. Benfica, Ajax, j'en passe et des meilleurs, FC Séville. Donc certes, je suis là pour réaliser, pour marquer, pour finaliser ce travail. Mais je voulais d'abord rendre hommage à ce collectif et puis à ces supporters qui nous suivent, qui nous supportent depuis le début, qui se sont déplacés aux États-Unis et qui font qu'on va être cette surprise du tournoi. On parlait de nous au début, mais on va le confirmer, on va prouver qu'on est la meilleure équipe du monde. Voilà, modestie d'Erling Haaland, Antoine. Erling Haaland, c'est quelqu'un de très modeste, hein. On l'a vu depuis le début de sa carrière, il se prend pas pour n'importe qui. On est ravis de l'avoir en plateau déjà. Et c'est pas n'importe qui. Je tiens à le féliciter quand même, parce qu'à réussir à incarner cette Norvège, un football assez flamboyant pour la Norvège, vraiment ça joue un peu dans tous les sens, c'est très très beau. Et lui, réussir à avoir ce rôle-là du grand méchant, de punir au moment où c'est le plus important. Hier, il vient mettre cette tête, c'est vraiment le Erling Haaland qu'on connaît. Gabriel, c'est un sacré défenseur. Il s'est complètement bouffé sur la tête. Et sur ce dernier but, c'est un but de quelqu'un en confiance. Il prend le ballon, contrôle, il regarde même pas la cage, il frappe. Alisson est battu, c'est très très fort de la part d'Erling Haaland. Et des fois, il peut être un peu critiqué pour sa manière de jouer, etc. Mais hier, il a prouvé que c'était quand même un joueur de la top niveau. Les bourreaux d'hier, c'était aussi des joueurs de première ligue. Gabriel sur le premier but et Alisson, c'est des joueurs que tous les week-ends. Haaland leur a joué des sacrés mauvais tours ces dernières saisons en première ligue et il continue en Coupe du Monde. Ouais, le duel Gabriel-Haaland, on l'a beaucoup vu en première ligue, c'est un sacré duel. Et puis hier aussi. Ouais, hier aussi, c'est ce que j'allais dire justement, parce qu'il a encore la lucidité en fin de match pour marquer ses 2 buts, Erling Haaland, et pourtant il a été au combat tout le long du match avec Marquinhos et Gabriel. C'était une guerre absolue. Une guerre de tranchées. Ah oui, une guerre de tranchées. Gabriel, il est dur très sur dur. l'homme. Il aime bien ça, il aime bien en plus. Il aime bien, il en sourit, il rigole, il en joue. Il est très filou, Gabriel. C'est quelqu'un qui aime mettre des petits coups, c'est quelqu'un qui aime parler dans l'oreille, c'est quelqu'un qui aime provoquer, qui aime sortir l'adversaire du match. Mais il a un adversaire en face qui adore aussi ça et que tu ne provoqueras pas par une bagarre, un rouge, etc. On sent qu'il y a même du respect entre les deux, c'est plus drôle qu'autre chose. Et au final, le gagnant d'hier, il s'appelle Haaland. Ouais, Erling Haaland, donc auteur d'un doublé, 7 buts dans cette Coupe du Monde, autant que Messi et Mbappé, Antoine. Ça y est, ils sont les 3 méga stars de la Coupe du Monde, c'est eux. Il y a Kane qui est juste derrière avec 6, il me semble. Ça va être une belle bagarre pour savoir qui sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je m'attendais pas du tout à voir Erling Haaland mettre 7 buts. Franchement, on en parlait beaucoup de cette équipe de Norvège avant, mais de là à réussir à mettre 7 buts pour sa première Coupe du Monde, quand on sait que ces dernières années, il y a des, là on va battre le record de buts sur ces dernières Coupes du Monde en un seul tournoi. Match, ouais. On n'aura jamais peut-être pas et encore que le record de Jules Fontaine pourrait peut-être tomber sur un tournoi, on sait jamais en fonction de comment ça se passe. Mais en tout cas, Erling Haaland arrivé. Messi, il peut lui rester encore 4 matchs. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. En plus, là, contre l'Égypte, il peut encore enchaîner un petit peu, ça se trouve. Non, un grand coup de chapeau à Erling Haaland, qui est vraiment le leader de cette équipe de Norvège. Il y a des bons joueurs à toutes les lignes, mais on sent que c'est lui qui lead ça. On l'a vu hier au coup de sifflet final.
tous les joueurs sont venus le congratuler, tous les joueurs sont venus autour de lui, et puis voilà, il mesure 14 mètres, donc forcément tout le monde a l'air petit à côté, c'est le papa avec ses enfants, c'est des belles images de Coupe du Monde. Ouais, c'est un truc qu'on découvre. En tout cas, qui s'affirme avec Erling Haaland, c'est ce côté leader qu'on voit pas forcément encore On voit du moins côté de City, Manchester City, ouais. effectivement. Mais là, avec la Norvège, il prend ce cap-là. Oui, parce que déjà avec la Norvège, C'est la méga star. Ouais, c'est la méga star. Il a plus d'expérience encore que tous ses coéquipiers. Il a ce rôle-là du fait de son statut en club qui lui offre ce respect de la part de ses partenaires de sélection. Quand tu as ta tête de gondole qui joue dans l'un des meilleurs clubs du monde, forcément les gens se mettent autour de lui et se rassemblent. Et puis Erling Haaland, l'autre qualité qu'il a, c'est que malgré tout, on en rigole, il a certes une vraie confiance en lui, une grosse confiance en lui, mais c'est pas quelqu'un de prétentieux. C'est un mec humble qui est très apprécié par ses coéquipiers et qui a même ce côté Gamin un peu. Ouais, gamin, et puis même très collectif, à vouloir aider les autres, à être bienveillant. Et ça, pour moi, parmi tous les grands joueurs qu'on a cités, c'est celui qui a ce côté le plus partageur, qui est moins dans l'égoïsme que tous les autres. Bon, je vous donne les stats quand même d'Erling Haaland avec l'équipe de Norvège. Allez. Vous les connaissez? Ouais, 54 c'est sélections quasiment autant de sélections que de buts. 62 buts. pour 62 buts. Ouais, C'est ça va. plus de buts que de sélections. C'est assez impressionnant. Les statistiques de Erling Haaland avec la Norvège. Hier, c'est 3 tirs cadrés de buts. Hein. C'est C'est clinique. clinique. C'est clinique. 30 ballons touchés, 2 buts. On est sur des belles stats. Ouais, Adnan qui nous dit c'est un leader naturel. Hein. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé et un leadership qu'il prend sur ses épaules complètement l'attaquant de Manchester City. On nous dit également Haaland est vraiment trop fort. Ouais, effectivement, on partage l'avis. Hein. C'est le grand méchant loup, encore une fois. On est plutôt très unanime sur la prestation et sur le talent d'Erling Haaland. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de la prestation d'Erling Haaland. On laisse le Norvégien retourner à sa Coupe du Monde et on récupère Zahir. Direction Miami. Voilà, Zahir revient avec nous pour évoquer notamment l'équipe de France. Les dernières infos liées à l'équipe de France, notamment sur les blessés, sur le cas Aurélien Tchouaméni, qui était forfait contre le Paraguay pour le 8e de finale en raison d'une lésion aux adducteurs. Il est incertain encore pour France-Maroc ce jeudi pour le quart de finale. Le milieu de terrain de l'équipe de France qui s'était blessé à la veille de France-Paraguay et puis donc qui poursuit encore actuellement ses soins avec une reprise espérée pour mercredi pour Aurélien Tchouaméni à la veille du match, donc à la veille du quart de finale pour se tester. Mais aucun risque ne sera pris donc par le staff de l'équipe de France en vue d'une potentielle demi-finale par la suite. L'autre blessé, l'autre forfait durant les 2 dernières rencontres, c'est Marcus Thuram qui était touché au mollet et qui devrait être disponible donc pour ce France-Maroc. En tout cas, on suit avec attention le cas Aurélien Tchouaméni. Ouais, Aurélien Tchouaméni parce qu'il est plus titulaire que Marcus Thuram. Voilà, il a ce statut de titulaire indiscutable. Parce qu'aussi, on pouvait s'en passer contre le Paraguay. Je pense que c'est un peu plus compliqué contre le Maroc où il va falloir répondre aux défis du milieu de terrain marocain. Et là, je pense que Deschamps se dit, avec Tchouaméni, il y a un peu plus d'impact, de répondants. D'expérience au plus haut niveau aussi. Bien sûr. Donc voilà, ça peut être une stratégie. Et puis il y aura on sait que la France est plutôt déséquilibrée parce que très offensive. Donc Tchouaméni, c'est le garant aussi d'un certain équilibre. Et Manu Koné, aussi fort soit-il, est plus porté vers l'avant que Tchouaméni. Ouais, Zahir le dit bien, mais l'importance d'Aurélien Tchouaméni dans le milieu de terrain des Bleus, c'est pas le joueur qu'on voit le plus. Voilà, c'est plus du travail de l'ombre, effectivement, mais il apporte cet équilibre avec Adrien Rabiot qui est primordial dans le côté tactique de l'équipe de France. C'est un vrai travailleur de l'ombre. Cette année, ça a peut-être été le 2e ou dans le top 3 des meilleurs joueurs du Real Madrid. Dans une saison très compliquée pour le Real Madrid, il a été un bon régulateur. En équipe de France, c'est ça, c'est la sentinelle, c'est celui qui se projette, qui préfère des fois ne pas se projeter alors que tout le monde a envie d'aller de l'avant. Il abat énormément de terrain, de boulot au milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons. Et puis aussi, on sent qu'avec toute l'expérience qu'il a désormais acquise grâce à l'équipe de France et grâce au Real Madrid, il sait gérer ses matchs. Il se laisse pas avoir par la pression, il se laisse pas avoir par des matchs un peu fous. Il arrive vraiment à calmer tout ça. C'est le vice-capitaine de l'équipe de France. Il parle beaucoup. C'est un vrai relais de Didier Deschamps. Son entente avec Adrien Rabiot, elle fonctionne extrêmement bien. Ça aussi, mine de rien, on pouvait un peu s'interroger avant le début du tournoi. Est-ce que ces deux-là, avec seulement 2 milieux de terrain, ça va suffire pour cette Coupe du Monde? Pour l'instant, ça suffit. Par contre, c'est vrai que
ça, c'est pas inquiétant parce que Manu le connaît, a fait des très bons matchs jusqu'à présent, mais c'est un vrai coup dur pour l'équipe de France de perdre Aurélien Tchouaméni. Ouais, Tchouaméni qui était déjà là en 2022, hein, Ouais. l'un des artisans de l'épopée des Bleus jusqu'en finale contre l'Argentine. On va évoquer l'autre sujet parce que je sais qu'Antoine a beaucoup de choses à dire sur ça. Déjà, pour vous dire que la Fédération française de football va demander auprès de la FIFA l'annulation du carton jaune reçu par Michael Olise en fin de match contre le Paraguay. Pour vous resituer, pour ceux qui n'ont plus l'image en tête, il y avait une altercation avec Mathias Galarza, mais les images ont montré que clairement le joueur de l'équipe de France ne touchait pas le Paraguayen qui avait un carton jaune extrêmement sévère, on va dire. Un grand joueur de foot, ce Galarza. Ouais, on va suivre ça avec attention parce que si Michael Olise venait à prendre un carton jaune contre le Maroc, il serait suspendu en cas de demi-finale. Donc ça serait un vrai coup dur pour l'équipe de France. Et on en vient donc à l'autre sujet polémique de cette Coupe du Monde de ces dernières heures. C'est le carton rouge de Folarin Balogun, l'attaquant de l'AS Monaco, et des États-Unis, donc qui a été retiré. On rappelle donc Balogun qui avait été exclu lors du 16e de finale contre la Bosnie pour une vilaine semelle sur un pas lui adversaire, casser la cheville, effectivement, et qui a donc vu son carton rouge être annulé par la FIFA après l'intervention de la Maison Blanche, de Donald Trump en personne. Donc on marche un peu sur la tête là dans cette Coupe du Monde. Bon, là, c'est tout simplement un scandale d'État. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est de l'ingérence totale. On savait que Gianni Infantino et Trump étaient proches. Gianni Infantino avait remis une espèce de prix de la FIFA à Donald Trump après qu'il ait raté le prix Nobel de la paix. C'est un scandale immense. On n'a jamais vu ça en Coupe du Monde. Il y a un rouge tous les jours sur Balogun. Maintenant avec la VAR, ça arrive jamais de retirer des rouges. On le voit jamais. Encore pire en Coupe du Monde. Déjà que les États-Unis ont décidé d'aller dans les réglages de la console pour booster les joueurs à 99 en vitesse, en physique, etc. Maintenant, ils peuvent même faire retirer des cartons rouges quand c'est donné. Moi, à la place de la Belgique, je serais purement et simplement scandalisé. J'espère vraiment que les États-Unis vont se faire sortir à cause de ça. Pourtant, j'étais assez enthousiaste sur cette équipe américaine avec beaucoup de qualité, un jeu très offensif. Pochettino qui développait de super choses depuis le début du tournoi, mais là, on dépasse les limites du football, on dépasse le cadre du sport. Il y a eu des dopages d'État en Russie aux Jeux Olympiques. Là, c'est pas du dopage, mais c'est quand même un scandale immense aussi. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous comprenez l'annulation du carton rouge de Folarin Balogun pour les États-Unis. Zahir, ton avis sur la question? Honnêtement, c'est difficile de cautionner ça. Je pense que c'est un précédent dangereux et surtout, ça ne sert pas les intérêts de la FIFA et de la Coupe du Monde parce que ça fait parler négativement, ça donne une impression de flou, de soupçon sur des choses qui ne seraient pas très honnêtes. Donc franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. C'est juste, en tant que Belges, ils doivent se sentir lésés, floués, tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est du jamais vu à l'échelle du football tout court. On peut être blanchi parce qu'il n'y a pas eu de rouge, parce qu'il y a une erreur d'arbitrage, mais là, le rouge était logique. Donc, moi, j'ai jamais vu ça. Et surtout, le texte sur lequel a été interprétée cette décision, c'est qu'il suspend le carton rouge. Il n'est pas blanchi totalement, mais il est suspendu, donc il peut jouer le 8e de finale. C'est un truc comme ça, c'est assez lunaire. Ouais, donc Folarin Balogun qui sera donc présent pour ce huitième de finale contre l'équipe de Rudy Garcia. On a pas mal de réactions qui est dans les commentaires. Ben qui nous dit honteux, il faut que les Belges boycottent le match. Ils sont un peu démunis les Belges face à ça, on a l'impression, ils savent pas trop quoi dire. On a vu Rudy Garcia hier un petit peu pesté, mais en fait, ils font face à quelque chose qui dépasse complètement la logique sportive et ils sont presque résignés. Ils vont se battre sur le terrain, j'espère qu'ils vont réussir à s'imposer, mais on a très vite senti dans les rangs belges que qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre contre Donald Trump, contre Gianni Infantino qui organise le tournoi. On peut rien faire, ça nous dépasse. On est entre guillemets la petite Belgique, on n'a pas beaucoup de poids dans les instances. Là, on fait face à Donald Trump, le président du pays le plus puissant du monde, qui organise la Coupe du Monde, qui se fait remettre des prix, qui décide un peu de la pluie et du beau temps où qui passe. Et en fait, ils ont très vite accepté la décision, ils ont déposé un recours, mais ce recours, on sait très bien qu'il n'y a aucune chance d'aboutir. Je pense qu'ils préfèrent maintenant se concentrer sur leur football, se concentrer sur la préparation de ce match et gagner de la plus belle des façons sur le terrain. Elle est importante cette présence de Balogun, 3 buts dans cette Coupe du Monde. Super joueur Balogun. C'est l'un, si ce n'est l'atout offensif des États-Unis. Numéro 1 des États-Unis, c'est l'attaquant numéro 1, il est titulaire indiscutable, il marque des buts pour son équipe. Il est bon, il est important. Il sortait d'une fin de saison assez tonitruante à Monaco, donc il arrivait bien en bonne forme. Et c'est clair que son absence ou non
elle change la donne pour Pochettino. Bon, pour conclure sur ce débat, sur cette polémique qui enfle dans cette Coupe du Monde, je reprends quelques commentaires. On nous dit, Joao Ferreira qui nous dit c'est du jamais vu, effectivement, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Kier qui nous dit le foot gagnera comme en Belgium. Adnan qui nous dit il y a quand même des choses bizarres avec l'arbitrage. Et puis je vais vous donner le commentaire de Ben également qui nous dit ils ont dit que cette Coupe du Monde est politique et non sportive. Et puis pour conclure, Matoub qui résume peut-être parfaitement la situation. En tant qu'amoureux du foot, on doit tous être scandalisés. Voilà, il a raison Matoub, cette décision très bizarre, mais qui pourrait donc avoir des conséquences. On verra en tout cas États-Unis, Belgique, c'est à 2h du matin et on verra si Balogun aura l'occasion donc de marquer ou pas. En attendant ce match et en attendant la suite des 8e de finale, on remonte le temps. Nous sommes le 6 juillet 2026 et Antoine, qu'est-ce qui s'est passé un 6 juillet en Coupe du Monde? C'est plutôt un bon souvenir. C'est plutôt un bon souvenir pour l'équipe de France. Le 6 juillet 2018, on avait un délicieux France-Uruguay, pardon. Un France-Uruguay, l'équipe de France qui venait sortir de l'Argentine dans un match complètement dingue, le 4-3, on l'a déjà évoqué dans cette émission-là. Cette fois, c'est l'Uruguay qui se présente et c'est pas n'importe quel Uruguay, c'est un Uruguay qui vient de sortir le Portugal de Cristiano Ronaldo. Tour précédent, l'Uruguay s'impose 2-1 face au Portugal grâce à un doublé d'Edinson Cavani. Il y a des stars un peu partout, il y a Cavani, il y a Luis Suarez, il y a Torreira qui joue Arsenal, Bentancur. Derrière, il y a une espèce de duo dans l'axe avec Jiménez et Godin. C'est du très très haut niveau cette équipe de l'Uruguay et elle se présente face à la France avec énormément d'ambition. C'est pas encore la France championne du monde, c'est pas encore la France qui marche sur ses adversaires et pour autant l'Uruguay fait face à ce qui va faire la patte de Didier Deschamps, une équipe de France froide, une équipe de France qui craint personne, une équipe de France qui sait répondre dans le combat. On a eu France-Paraguay avec une bagarre pendant 90 minutes. C'était pas à ce point-là le 6 juillet 2018, mais on n'en était pas loin. Les Uruguayens n'hésitaient pas à venir mettre des coups dans tous les sens. Des petites histoires autour de ce match aussi. Il y a l'agent double un peu Antoine Griezmann qui était uruguayen dans sa tête de par sa proximité avec certains joueurs de l'équipe d'Uruguay. Il a refusé de célébrer quand il vient marquer son deuxième but. Il délivre une passe décisive pour Raphaël Varane pour ouvrir le score. Et voilà, c'est un match très compliqué, mais c'est un match aussi fondateur de cette équipe de France. Et c'est un des rares matchs que l'équipe de France a semblé maîtriser de bout en bout. Face à la Belgique, c'était un peu plus compliqué. Face à la Croatie, c'était un match fou. Face à l'Argentine, c'était un match fou. Là, ce match de bout en bout, l'équipe de France est sérieuse, elle est appliquée et elle prouve en fait qu'elle est maître de son sujet. Elle prouve qu'elle n'a pas peur d'aller au combat face à une équipe très rugueuse. Et voilà, moi, il y a une image qui m'avait marqué vraiment dans ce match-là. C'est Jiménez sur un coup franc à la dernière minute de jeu où on le voit pleurer sur le terrain. Il sait que son pays est éliminé, il sait que son équipe n'ira pas plus loin dans le tournoi. Il a des larmes et ça, c'est vraiment aussi des images de Coupe du Monde qui nous marquent. Et en plus de ça, on a joué en blanc, l'équipe de France, on n'avait pas beaucoup joué en blanc à la Coupe du Monde. Ça, on se rappelle de ce maillot grâce à ce match-là aussi. Zahir, c'est un match où l'équipe de France véritablement s'affirme dans cette Coupe du Monde après le match complètement fou contre l'Argentine en 8e de finale. Absolument, c'est un retour à l'équipe de France de Deschamps, solide, pragmatique, efficace. Antoine l'a dit, c'est un match maîtrisé de bout en bout. On donnait un peu cet Uruguay comme un peu un outsider, un empêcheur de tourner en rond. Après avoir éliminé le Portugal. Et du coup, en fait, ils n'ont pas existé, ils se sont procurés quasiment aucune occasion. Et c'est la France, à ce moment-là, on se dit que c'est parti pour la finale, quoi. Deux tirs cadrés pour la France, 2 buts. Au total, on a quasiment 40 fautes de part et d'autre sur le match. Voilà, c'était de la bonne bagarre. Mais Didier Deschamps, en fait, il a su puiser, il a toujours su infuser ça dans l'esprit de ses équipes. Oui, on a des joueurs exceptionnels de talent, on est capable de produire du très bon football, mais quand on doit mettre les mains dans la merde, comme l'a dit Kylian Mbappé après le Paraguay, on sait les mettre, et l'équipe de France en 2018 savait déjà les mettre, et en 2026, elle sait toujours les mettre avec des joueurs différents, mais toujours le même sélectionneur, et ça, mine de rien, c'est ça aussi la patte Deschamps. Bon, en tout cas, c'est la patte Deschamps, et puis c'est la marque de cette équipe de France 2018 où tout lui réussit. Alors, il y a une petite part de réussite, il y a ce but d'Antoine Griezmann avec la bourde du gardien, qui a les mains un peu en mousse. Ce coup franc, travailler avec ce appel contre appel, ou finalement... Mouslera, non? Mouslera, déjà, qui était présent durant cette Coupe du Monde et qui n'a pas été... déjà en 2010. Oui, déjà aussi, qui n'a pas été exempt de tout reproche durant cette Coupe du Monde non plus. Et Edinson Cavani qui était absent pour le quart de finale. C'est ce que j'allais vous demander, double buteur face au Portugal et qui était blessé et absent pour ce quart de finale. Ça avait été un gros manque pour l'Uruguay. Est-ce que le quart de finale aurait pu être différent avec la présence de Cavani? Clairement. La paire Cavani-Suarez, c'était une des meilleures paires du monde. Et puis il était à son sommet, à son prime, Cavani.
Donc je pense que oui, déjà il aurait posé davantage de problèmes en défense aux Français. Et puis comme il l'a dit Antoine, la paire, le côté qu'ils avaient vraiment créé l'alchimie entre les deux, c'était quelque chose. Bon, il y a ce but contre le Portugal en 8e, hein, le 1-2 Dès que Suarez. ouais, de l'autre côté du terrain, côté, ouais. qui représente bien ce que tu disais, Zahir. Tu te rappelles de la petite libellule sur les lèvres de Loris aussi? Ouais, évidemment, Lloris qui fait une très belle rencontre encore, Ouais, une très belle Coupe du Monde dans son ensemble, mais qui est encore décisif contre l'Uruguay. Avec Cavani, Adnan qui nous dit avec Cavani, tu n'aurais jamais vu autant de fautes. Voilà, parce que Adnan qui commande donc Edinson Cavani qui avait manqué ce quart de finale et peut-être tant mieux donc pour l'équipe de France. À l'époque, voilà, on espère qu'on aura d'autres bons souvenirs comme ça à raconter à l'avenir avec cette Coupe du Monde 2026. Il y en aura, on reviendra un jour peut-être sur ce Paraguay-France qu'on a vécu samedi. Bien, mais on reviendra dans une émission de MMA, je pense. Ouais, plutôt. Pour conclure, messieurs, la réponse du qui a dit, je vais vous redonner la phrase du jour. Je cite: Jésus-Christ est capable de tendre l'autre joue, mais Figo n'est pas Jésus-Christ. J'ai quelqu'un, je peux donner? Alors, je vais juste laisser dans les commentaires voir s'il y a une idée. Je vais laisser aussi Antoine un petit peu de temps pour que... Bon. Sans certitude. Hein, mais... Est-ce que c'est Coupe du Monde 2006 déjà? C'est Coupe du Monde 2006. Est-ce que c'est après le match face à Portugal-Pays-Bas? C'est après Portugal-Pays-Bas, le fameux avec match, je sais pas combien de cartons. Je vais vous donner tout ça. Je vais vous donner la bataille de Nuremberg. Je tente. Vas-y, on t'écoute. Luis Felipe Scolari. Luis Felipe Scolari, c'est bien lui, le sélectionneur du Portugal à l'époque, effectivement. Alors pourquoi il dit ça, Luis Felipe Scolari? On rappelle champion du monde de 2002, 4 ans plus tôt avec le Brésil, et qui est donc à la tête du Portugal durant cette Coupe du Monde 2006. Sacrée équipe du Portugal. Luis Felipe Scolari au sujet d'une réaction d'humeur de son joueur, Luis Figo, donc après un coup reçu lors du 8e de finale de la Coupe du Monde 2006 entre le Portugal et les Pays-Bas, rebaptisée Bataille de Nuremberg. Une victoire 1-0 grâce à un but de Maniche à la 23e minute. Et pourquoi on l'appelle cette bataille de Nuremberg? Parce qu'il y a eu 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Un record en Coupe du Monde. L'arbitre était russe à l'époque, Valentin Ivanov plutôt. Voilà pourquoi donc il a eu ces mots-là. Luis Felipe Scolari après la rencontre. Elle vous plaît, non, cette petite ouais. Moi je savais qu'elle allait vous plaire. En préparant l'émission, je savais qu'elle plairait notamment à Franchement, il y a eu que des phrases exceptionnelles depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, je me régale. Bon, ça et le chien, pour le 8e but pour le chien. Bon, ça reste en tout cas l'un des matchs marquants de l'histoire de la Coupe du Monde aussi, ce Portugal-Pays-Bas. Alors pas pour de bonnes raisons forcément, mais... Si on avait eu un arbitre compétent, on aurait peut-être pu battre le record de cartons pour France-Paraguay, ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est dingue, c'est que les deux équipes avaient des super joueurs en fait. Deux très belles équipes. Trouvaient à se battre. C'est vraiment une bataille de garagistes sur un parking et le Portugal s'en sort très bien. Mais ouais, c'est vraiment... Des fois, je pense qu'il y a des matchs où, au bout de 5 minutes de jeu, il y a tout le monde qui déconnecte le cerveau. Et ce match-là, il y a tout le monde qui a déconnecté le cerveau très rapidement, trop rapidement. Après, les Pays-Bas en 2010, ils avaient été durs aussi. Hein. Oui. Ouais, bien sûr, c'était une équipe on de se rappelle charognards. de la faute de Jong. Ouais, de Jong, sur Xabi Alonso. Xabi Alonso, non, mais... Et puis il y avait Boularus qui avait été dur. Ah ouais. Bon, c'est dommage, hein, parce que comme tu l'as dit, couleur des Pays-Bas, tiens d'ailleurs, aujourd'hui, Antoine, en hommage. En tout cas, il y avait deux belles équipes sur le papier à l'époque, et c'est dommage d'avoir vu plutôt ce spectacle-là, plutôt qu'un feu d'artifice offensif. Après, quand même, dans la composition d'équipe des Pays-Bas, oui, il y a quelques méchants, Boularus le méchant, Van Bronckhorst le méchant, Van Bommel le méchant, Philippe Cocu. Ouais, voilà. Là, t'as quoi faire. Normalement, t'as 2-3 cartons jaunes gratos dès le début du match. C'est ce qui fait l'histoire aussi de la Coupe du Monde. Voilà, exactement. On peut pas avoir que des... pas tout le temps que des Van Bernard qui était pas un enfant de cœur non plus, qui rentre. Ettinga, pareil, pas un enfant de cœur. Côté portugais, il y a quelques... Côté portugais, au milieu, on a Costinha, Maniche, qui était un super joueur de foot. Figo, c'était pas un gentil du tout. Derrière, Carvalho, c'était un dur. Valente, c'était un dur. Miguel, c'était un dur. Non, il y avait des très beaux joueurs, mais des vrais joueurs durs, qui ont marqué les années 2000, à la fois par leur talent, mais aussi par leur caractère. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour aujourd'hui sur le débrief sur le débrief des dernières heures de la Coupe du Monde. On va encore se régaler ces prochaines heures, avec Portugal-Espagne à 21h et puis le fameux États-Unis-Belgique que tout le monde attend, notamment Antoine, à 2h du matin. Il sera réveillé. On sera réveillé, bien évidemment, et on sera là demain matin à 8h pour débriefer tout ça. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à demain.